Merci de rester fidèle à la chaîne des valeurs. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce rendez-vous d'information. Voici les titres. L'éducation est au cœur des priorités pour l'avenir de l'Afrique. L'Union africaine mise sur la jeunesse pour bâtir un continent prospère. Au Sénégal, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye mise sur le capital humain dans le cadre du référentiel de 2050 pour booster l'employabilité et l'innovation. En Afrique, près de 50% des problèmes de santé publique sont détectés grâce à l'intelligence épidémique à partir des ressources ouvertes. Lors de la 5e réunion technique de l'OMS, l'accent est mis sur l'utilisation des technologies modernes pour renforcer la prévention des épidémies. Diamniadio, le stade Abdoulaye Wade porte encore des stigmates des violences opposant supporters du Jaraaf et l'USM Alger. En visite d'inspection, le directeur général de la SOGIP alerte l'urgence de renforcer les mesures sécuritaires pour protéger les biens publics. Voici le sommaire dans un instant, le développement. L'éducation est au cœur des priorités de l'Union africaine. Les jeunes représentent plus de 60% de la population africaine. Leur formation et leur intégration économique deviennent des enjeux cruciaux pour bâtir un continent résilient, dynamique et prospère. Des propos tenus par le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, lors de la conférence de l'Union africaine sur l'éducation à Nouakchott. Écoutons ces propos. Cette invitation s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du thème de l'année de l'Union africaine et témoigne également de l'importance que nous accordons tous aux thématiques qui touchent le cœur de notre avenir, à savoir l'éducation, la jeunesse et l'employabilité. Elle traduit notre engagement commun à façonner une Afrique résiliente, dynamique et prospère. Nos jeunes qui représentent plus de 60% de notre population ne sont pas seulement l'avenir de notre continent, ils sont notre présent. Leur éducation, leur formation et leur intégration économique doivent être nos priorités absolues. Je salue à ce propos les efforts de l'Union africaine dont ceux du comité des 10 chefs d'État et de gouvernement. Nous mobiliser pour l'éducation, c'est investir pour l'éveil des consciences, la formation aux compétences et le progrès. C'est également contribuer à forger la capacité de discernement qui rend moins vulnérable à la manipulation et aux influences. C'est ériger le savoir-faire et le savoir-être en rempart contre l'ignorance et l'obscurantisme. Dans ce sillage, le Sénégal réserve une grande place à sa jeunesse dans la nouvelle trajectoire économique tracée par le référentiel Sénégal 2050. Dans son allocution, le président de la République a insisté sur l'investissement dans le capital humain sur le continent, une manière de booster l'employabilité et l'innovation, mais aussi de permettre aux pays africains de faire face aux défis futurs. Écoutons le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. La jeunesse est le moteur de la transformation économique. Nos jeunes regorgent de créativité et d'ambition. C'est à nous, décideurs, de leur offrir les conditions nécessaires pour innover et entreprendre. C'est ce que nous faisons au Sénégal, où l'investissement dans le capital humain de qualité et l'équité sociale sont au cœur du nouvel agenda de transformation de notre système et du pays à l'horizon 2050. Nos programmes visant à favoriser l'employabilité sont déjà en cours d'exécution et plusieurs autres phases d'initiation. Il s'agit notamment de l'accompagnement des startups dans le secteur clé de l'économie numérique et de l'économie verte, des partenariats publics-privés pour encourager les entreprises à recruter et à former les jeunes. Nous ne devons toutefois pas sous-estimer les défis, car l'écart entre les compétences enseignées et les besoins du marché reste important. La question de la transition démographique exige aussi des solutions rapides et durables. Cela demande des mesures
telles que des politiques continentales harmonisées pour favoriser la mobilité des talents et des opportunités. Parlons santé en Afrique. Près de 50% des problèmes de santé publique sont détectés grâce à l'intelligence épidémique à partir de sources ouvertes. Les technologies de l'information et de la communication contribuent à prévenir les épidémies. Selon le directeur régional des urgences de l'Organisation mondiale de la santé en Afrique de l'Ouest et du Centre, l'avenir de la santé publique en Afrique réside dans la promotion des données d'information électroniques comme les réseaux sociaux. Le professeur Abdussalam Gueye s'explique au micro d'Ambaïna. Quand les communautés souffrent, on les voit rapidement en parler au téléphone, en parler dans leur Facebook et dans les YouTube. Et l'information se trouve disponible de façon libre. Et l'événement qui nous réunit, c'est comment on peut utiliser ces informations libres pour détecter de façon beaucoup plus rapide et sauver plus de vies. En Afrique, nous sommes des pionniers en ce cadre, parce que 39 des 47 pays que nous couvrons l'utilisent déjà, dont le Sénégal. Et cela nous a permis de réduire de façon considérable le temps qu'il fait pour détecter les événements. Actuellement, la plupart des événements que nous avons ont été détectés en moins de 7 jours, grâce à ce moyen. Et ces détections-là, on continue à utiliser les moyens traditionnels, mais représentent déjà la moitié des événements auxquels on a répondu récemment. Donc je disais déjà que 50% de nos réponses ont été déclenchées par l'utilisation des informations libres dans le système. Et nous pensons que ça va aller plus vite. Parce que déjà, quand tu étudies les outils que nous avons développés, ils ont pu détecter 90% des événements. Seulement, ils nous ont alertés un peu tard et le système traditionnel aussi l'a détecté. C'est pourquoi actuellement, nous sommes à 50-50. Mais dans l'avenir, et vous me croyez, c'est le système électronique qui va gagner. Restons dans ce sujet lancé en 2018. L'initiative de l'Organisation mondiale de la santé utilise des technologies modernes pour collecter des informations issues de sources publiques. Selon Samba Kor Sarr, ces résultats illustrent l'impact tangible de cette initiative sur notre capacité à protéger nos populations. Il intervenait à l'ouverture de la 5e réunion technique de l'Organisation mondiale de la santé au hub régional des urgences de l'Afrique pour l'Afrique de l'Ouest et à Diamniadio. Ces propos sont recueillis par Mbaïna. Ce que nous avons vécu récemment avec les inondations au nord, ça a été un exemple palpable où nous avons vu l'armée se déployer, les autres services du ministère de la Santé se déployer, mais il y a eu un appui fort appréciable de l'Organisation mondiale de la santé. Et ça a été un test fort réussi en termes de convergence des moyens. Et ça, ce hub que vous voyez ici, c'est véritablement une initiative extraordinaire en matière de construction de la solidarité. C'est presque un site de solidarité sanitaire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'OMS, c'est un organisme pour nous tous. C'est un organisme qui nous appartient. C'est notre structure. Et qui travaille donc pour fédérer les opportunités, fédérer les intelligences pour pouvoir redistribuer les ressources qui ont été rassemblées. Et je pense que ça, c'est un exemple que l'ensemble des intervenants, l'ensemble des acteurs devraient pouvoir suivre. C'est une initiative, en tout cas, d'un organisme du système des Nations Unies qui aujourd'hui, en tout cas, est en train de faire énormément de bienfaits. Restons à Dakar où plusieurs pionniers du journalisme sénégalais honorés en marge d'une cérémonie d'hommage. La 4e édition des Sargal de la Convention des jeunes reporters du Sénégal a vécu ce mardi l'occasion de porter le plaidoyer pour de meilleures conditions de travail des journalistes et pour un dialogue fécond entre l'État et le patronat. Le compte rendu de Mamoudou Thiam et de Cheikh Omar Tall.
Fidèle à sa vocation de rendre hommage aux pionniers de la liberté de la presse au Sénégal, la Convention des jeunes reporters honore les doyens du journalisme dans une cérémonie solennelle. Alors le Sargal a été initié par mon prédécesseur Ibrahima Baldé. C'était pour dire merci. Merci aux doyens et doyennes de la presse sénégalaise. Et nous avons préféré dire merci de leur vivant. Parce que ce sont des hommes et femmes qui ont tout donné pour cette corporation, qui se sont battus pour la démocratie, mais également pour la liberté d'expression. C'est pourquoi nous, en tant que reporters, nous avons trouvé nécessaire depuis maintenant 4 ans d'organiser cette activité afin d'avoir un rendez-vous, du donner et du recevoir. Ce Sargal entre dans le cadre des activités de célébration des 20 ans de la Convention. La Convention a été mise en place en 2004. 2004, 2024, 20 ans. Nous allons célébrer cette année les 20 ans de la Convention à travers le Gala national de la presse. Il y a 145 reporters qui ont déposé leur dossier pour participer au concours que nous organisons. Et nous l'avons dit cette année, l'innovation, c'est le prix du journalisme d'investigation nommé prix Mamles Camara. La cérémonie a été placée sous le signe de la solidarité corporative avec une pensée aux confrères en difficulté dans plusieurs médias sénégalais. Nous avons profité également de cette tribune pour plaider. Plaider pour les reporters du Sénégal qui sont dans des situations difficiles. Nous avons pris l'exemple de nos confrères de E-Média qui sont restés 5 mois sans salaire. Les confrères de E-Média ont pris la décision de parler. Mais nous savons que dans les autres entreprises, la situation est beaucoup plus compliquée, la situation est beaucoup plus dure. Ils souffrent en silence. Nous avons interpellé les autorités étatiques pour qu'elles accompagnent le patronat de la presse sénégalaise. Le chef de l'État et son gouvernement invités à dialoguer avec le patronat pour la pacification du secteur des médias au Sénégal, un cri de cœur lancé par Miki Maram Ndiaye, enfant de Monda, à la tête de la CJRS cette année. Mamadou Thiam à Diamniadio, le stade Abdoulaye Wade porte encore les stigmates des violences opposant supporters du Jaraaf à l'USM Alger. Des portails ont été brisés et plusieurs sièges détruits. Les vestiaires ont été complètement saccagés. Des dégâts considérables qui ont plongé la société de gestion des infrastructures publiques dans l'indignation totale. Le directeur général d'Ambouch que nous écoutons. Je vous remercie d'avoir fait le déplacement pour venir faire les constats avec nous. Donc la SOGIP a mis à la disposition de la Fédération sénégalaise de football qui a demandé la mise à disposition pour abriter le match USM Alger et le Jaraaf de Dakar. Nous avons malheureusement constaté qu'à l'issue du match, il y a eu des incidents qui ont donc occasionné énormément de dégâts. Aujourd'hui, malheureusement, nous sommes devant une situation regrettable. Les Algériens ont saccagé le stade, beaucoup d'espaces ont été saccagés. On a vu que les garde-corps ont été cassés, au moins 4 garde-corps ont été endommagés. Nous avons vu la paroi en BA13 qui a été également démolie. Nous avons plusieurs sièges qui ont été endommagés, au moins une bonne dizaine. Nous avons constaté également la télévision du box Vélingara qui a été endommagée. Et nous considérons quand même qu'il y a énormément de dégâts au niveau des vestiaires également de l'équipe visiteuse. Pour l'essentiel, le stade a connu quand même une vandalisation qui ne s'explique pas et c'est pourquoi nous sommes venus ici constater. Toujours dans cette visite, le directeur général de la SOGIP tire sur la sonnette d'alarme. Dambodj appelle au renforcement des mesures de sécurité pour protéger les infrastructures publiques. Selon lui, des décisions s'imposent pour éviter de nouvelles dérives à l'avenir. Nous l'écoutons. La SOGIP prendra ses responsabilités. Ça, c'est une alerte que nous prenons très au sérieux. Dans l'ensemble de nos infrastructures, nous demandons à nos organisateurs de s'acquitter d'une police d'assurance. Que désormais,
qu'aucune infrastructure, comme nous le faisons pour l'ensemble des infrastructures, que le stade Abdoulaye Wade soit mis à disposition de la Fédération sénégalaise de football, moyennant donc un abonnement à une police d'assurance, parce que c'est ça qui garantit quand même la pérennité de l'infrastructure. La deuxième chose, c'est que nous n'allons pas épiloguer outre mesure sur la sécurité, parce que nous avons constaté quand même qu'il y a eu des problèmes de sécurité, mais c'est en rapport avec les autorités habilitées que nous allons évaluer pour voir exactement qu'est-ce qui s'est passé, parce que les Algériens ont montré les couleurs d'après les rapports que j'ai reçus des directeurs concernés. Dès le démarrage du match, ils ont montré leur volonté de saboter le match et donc l'infrastructure. Donc moi je pense qu'il y a des mesures à prendre à ce niveau, et là nous allons parler à qui de droit pour que toutes les dispositions soient prises pour les matchs futurs de nos équipes, notre équipe nationale et nos équipes. En sport, le Japon annonce avoir fait un don d'environ 380 millions de francs CFA à la Fédération sénégalaise de judo et disciplines associées pour l'aider à améliorer ses équipements et à bien préparer les Jeux olympiques de la jeunesse prévus à Dakar en 2026. Le don a fait l'objet d'un échange de notes signé par l'ambassadeur du Japon au Sénégal, Isawa Osamu, et le ministre sénégalais de l'économie, du plan et de la coopération, Abdourahmane Sarr, selon un communiqué des services diplomatiques japonais à Dakar. À suivre l'actualité internationale. Sur l'international au Tchad, où l'armée française plie ses bagages après la suspension des accords de défense, en Syrie, une cinquantaine de soldats pro-régime a été exécuté sommairement alors qu'ils tentaient de fuir le pays. Le tour d'horizon de Mamadou Thiam. L'actualité internationale débute au Tchad. L'armée française a entamé son retrait du Tchad avec 2 Mirage 2000. L'état-major des armées tchadiennes l'a annoncé ce mardi dans un communiqué officiel à la mi-journée. La France a décidé d'entamer ce retrait après la rupture des accords de coopération de défense et de sécurité annoncés par le gouvernement tchadien le 28 novembre dernier. Dès l'annonce de la rupture des accords, le ministre tchadien des Affaires étrangères, Abderrahmane Kolamala, parle d'un délai d'environ 6 mois. Sur les 3 Mirages présents au Tchad, 2 ont quitté la base aérienne d'Adji Kosseï à 13h15. Ils étaient accompagnés d'un MR-2T, un avion de ravitaillement direction la France. Pendant ce temps en Europe, alors que le régime syrien est renversé par une coalition de rebelles, le débat concernant les réfugiés syriens a ressurgi presque aussitôt. Plusieurs pays d'Europe ont annoncé lundi 9 décembre qu'ils suspendaient l'examen des demandes d'asile de Syriens. L'Autriche est même allée plus loin et a annoncé un programme de rapatriement et d'expulsion vers la Syrie. Face à cette vague de réactions, l'Organisation des Nations Unies appelle à la patience et à la vigilance sur la question du retour des réfugiés, car la situation en Syrie est loin d'être stabilisée. En effet, sur le terrain, 54 soldats syriens qui avaient pris la fuite pendant l'offensive des rebelles ont été assassinés par le groupe État islamique dans le désert du centre du pays, a indiqué mardi l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Ils ont été capturés par des djihadistes puis sommairement exécutés en plein désert près de la localité de Sorna, à 80 km au nord-est de la cité antique de Palmyre, dans le centre du pays. Des centaines de soldats, peut-être des milliers, sont portés disparus à l'issue de la débâcle d'une armée de 100 000 hommes déployés sur les 2 tiers du territoire syrien qui était tenu par le régime de Bachar al-Assad. C'en est tout de cette fenêtre internationale. Merci Mamadou Thiam pour ce voyage hors de nos frontières. C'est la fin de cette édition. Merci à toute l'équipe de réalisation. Bonne suite de programmes sur nos antennes.